Bienvenue dans notre nouvelle édition du Journal du Business. Au menu du jour, nous avons 3 sujets d'actualité. Le premier, c'est la méga raffinerie de Dangote, dont on va parler parce qu'elle est un véritable game changer pour l'industrie pétrolière au Nigeria, mais de manière beaucoup plus globale sur le continent africain. Dans un second temps, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler de la noix de cajou, mais surtout du Vietnam, qui donne une véritable leçon en termes de business dans ce secteur-là. Et puis nous terminerons avec une technologie dont vous allez certainement entendre parler de plus en plus sur le continent africain. Il s'agit du Buy Now, Pay Later. Annoncée pour la première fois en 2013, la méga raffinerie du multimilliardaire Aliko Dangote a finalement été inaugurée de manière symbolique à Lagos en mai 2023. Et pour cause, il fallait que le président sortant, Mohamed Bouhari, puisse l'inscrire comme faisant partie de son patrimoine alors même qu'il était président du Nigeria. La réalité, c'est que ce n'est que depuis quelques semaines que cette méga raffinerie a vu le jour. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle en termes de chiffres parce que c'est impressionnant. La première chose qu'il faut souligner ici, c'est le paradoxe nigérian qui en réalité est le paradoxe africain. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole sur le continent africain et pourtant, le Nigeria est bien souvent touché par des pénuries d'essence car il doit importer son pétrole raffiné. Je vous explique simplement la situation. Le Nigeria a en son sein plusieurs champs pétroliers, à tel point d'ailleurs qu'il est le premier producteur africain et on sait tous à quel point les pays africains peuvent être riches en matières premières. Mais le pétrole qui est extrait du Nigeria est ensuite envoyé à l'étranger pour être raffiné et ensuite revient au Nigeria pour pouvoir être mis dans les véhicules par exemple, ou du moins pour être utilisé dans le quotidien des Nigérians. Et bien évidemment, vu qu'il y a ce transport d'aller-retour, le pays se retrouve à payer beaucoup trop cher le carburant. Sachant que le Nigeria aujourd'hui a la première population sur le continent africain avec plus de 220 millions d'habitants, mais que tenez-vous tranquille, d'après les projections en 2100, le Nigeria aura la 3e population mondiale avec près de 567 millions d'habitants. Vous imaginez à quel point le manque à gagner va être colossal si le problème du carburant n'est pas résolu dans ce pays continent. Pour s'attaquer donc à résoudre ce problème, il fallait qu'un homme, un Africain, prenne le taureau par les cornes. Parce que typiquement, voilà le genre d'investissement qu'il est très difficile qu'un étranger fasse dans un pays qui n'est pas le sien. Il faudrait beaucoup d'amour pour un pays pour pouvoir s'engager dans un projet aussi titanesque. Dangote était l'homme de la situation. Et il a décidé de faire pour le domaine des engrais et des carburants ce qu'il avait déjà fait dans le domaine du ciment, à savoir transformer le Nigeria d'un pays importateur de ciment pour qu'il devienne un pays exportateur de ciment comme c'est le cas aujourd'hui. Et bien Dangote a remis la sauce en faisant du Nigeria désormais un pays qui va cesser d'être importateur de carburant, absurdité extrême, pour qu'il devienne plutôt un exportateur de carburant. Et pour ça, il a fallu mettre la main à la poche et ça a fait très mal. Initialement prévu pour un budget de 9 milliards de dollars, la méga raffinerie de Dangote au final va coûter le double, s'il vous plaît, 18 milliards de dollars. Le jour de la première inauguration était présent un parterre de personnes très importantes, parmi lesquelles le président, bien évidemment, Bouhari du Nigeria, mais aussi Macky Sall du Sénégal et à l'époque Bazoum du Niger. Tous sont venus pour dérouler le tapis rouge à Aliko Dangote. Quand on vous dit que ce sont les entrepreneurs qui changent le monde, continuez de penser que c'est une blague. Et soyons très clairs là-dessus, Dangote a fait du Dangote, ou devrais-je dire, Dangote a fait du Nigérian. Ce qui est impressionnant avec les Nigérians en Afrique, c'est leur capacité à think big. Les Nigérians se distinguent en ceci que quand ils veulent faire quelque chose, c'est toujours à une échelle grande. Remarquez bien que tout ce que l'on vous montre du Nigeria en général, c'est big par rapport à ce que l'on peut voir ailleurs en Afrique. Quand on voit les maisons au Nigeria, c'est énorme. Quand on voit les entreprises au Nigeria, c'est énorme. Et voilà pourquoi les Nigérians, en réalité, dominent beaucoup de classements en Afrique. C'est parce que quand ils se lancent, ils pensent très grand. Et quand Dangote a voulu lancer une raffinerie, il n'a pas voulu faire une petite raffinerie du quartier. Il a voulu faire l'une des plus grandes raffineries au monde. D'ailleurs, sur certains paramètres, c'est la plus grande raffinerie au monde jamais construite. Tous ceux qui sont allés sur place ont été choqués. Et j'espère qu'un jour, je pourrai moi aussi me rendre sur place pour voir ce méga projet. Il se trouve que le président de la BAD a dit « Chaque pays africain doit avoir un Aliko Dangote pour aider le continent à s'industrialiser. » Et je suis d'accord. On parle ici d'un site qui s'étend sur plus de 2600 hectares. C'est une ville, les amis. 2600 hectares dans la zone franche de Lekki, au sud-est de Lagos.
Une ville adjacente a été construite permettant d'accueillir 50 000 employés et leurs familles. Un parc de réservoirs de traitement des eaux de 440 millions de litres, de son port indépendant et de sa propre centrale électrique avec une capacité de 570 MW. Mieux, le complexe pétrochimique de Dangote sera relié au plus grand gazoduc sous-marin du monde, d'une longueur de 1100 km et d'une capacité de traitement de 3 milliards de pieds cubes standards de gaz par jour. De quoi permettre de produire à terme quelques 12 000 MW d'électricité. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la capacité en électricité de tout le Nigeria est de 10 400 MW. Et ce n'est pas terminé. Écoutez les chiffres, ça donne le tournis. Selon les estimations de la Banque centrale du Nigeria, le site de production devrait permettre au pays d'économiser, tenez-vous tranquille, environ 3 milliards de dollars par an de ses importations de produits raffinés, essence, diesel, kérosène. Mais le principal gagnant, bien évidemment, devrait sans conteste être le patron du groupe Dangote lui-même, puisque les revenus annuels de son conglomérat, aujourd'hui situés autour de 4 milliards de dollars, pourraient atteindre à terme 30 milliards de dollars par an lorsque la raffinerie et l'usine d'engrais fonctionneront à plein régime. Que dire de plus? Lancez-vous dans le business. Le prochain sujet nous emmène en Côte d'Ivoire, mais aussi au Vietnam, pour mettre en évidence une absurdité qui est propre au continent africain. La Côte d'Ivoire est le premier producteur au monde de noix de cajou, mais le Vietnam en est le premier exportateur. La Côte d'Ivoire a réalisé la performance mondiale de devenir le premier producteur de noix de cajou au monde, avec près de 410 000 producteurs impliqués pour une surface cultivée de plus de 1,4 million d'hectares, permettant de générer une production de 1,2 million de tonnes. Ça, c'est impressionnant. Tout ceci permet de pouvoir générer, tenez-vous tranquille, un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard de dollars. De l'autre côté, on a le Vietnam, qui est le premier exportateur de noix de cajou. Et le Vietnam, tenez-vous tranquille, réalise un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards de dollars. Alors comment ça marche? En réalité, le Vietnam achète à lui tout seul près de 80% de toute la noix de cajou fabriquée, produite en Côte d'Ivoire. Grosso modo, 410 000 producteurs travaillent. Les Vietnamiens, pas que, mais majoritairement eux, viennent, raflent la production, l'envoient au Vietnam, la décortiquent, la mettent dans des sachets, la revendent au Japon, première destination. Deuxième destination, les États-Unis, et puis un tout petit peu en Asie, en Chine, et puis enfin en Europe, et parvient à faire 3 fois l'argent que l'on se fait avec cette manne rare en Côte d'Ivoire. Comment expliquer cela? Comment expliquer qu'en 2023, nous puissions encore nous faire duper de la sorte? La globalisation profite à tout le monde sauf aux Africains. Oui, parce que cette globalisation signifie que chaque pays peut aller partout où il veut dans le monde pour acheter ce dont il a besoin. Et bien fondamentalement, les pays africains se retrouvent donc à être des exportateurs de matières premières qui vont être transformées ailleurs et enrichir ceux qui les transforment. Mais ce qui est choquant avec la noix de cajou, c'est que la transformation ne demande pas une technologie excessive. C'est beaucoup de main-d'œuvre et s'il y a quelque chose dont on a à foison sur le continent, c'est de la population. On a des gens qui cherchent du travail. C'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est une technique bien particulière et peu d'outillage. Mais ceci, bien évidemment, fait défaut. Alors bien évidemment, avant d'arriver au stade du Vietnam, c'est une culture qu'ils ont depuis beaucoup d'années et bien évidemment, ça va demander beaucoup de travail. Mais la Côte d'Ivoire a décidé de s'attaquer à ce challenge et donc a décidé de changer sa politique d'exportation de la noix de cajou. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo déjà du fait que le Bénin avait décidé d'arrêter complètement ses exportations de noix de cajou à partir de 2024 au 1er avril, donc c'est demain. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a décidé qu'à partir de 2026, 80% de son cacao, mais aussi de sa noix de cajou, devront être transformés sur place. Ceci va bien évidemment créer un vrai game changer dans le monde du cajou, mais aussi du cacao. Il est à craindre un certain nombre de scénarios, notamment un scénario dans lequel, désormais, ça va être des entreprises vietnamiennes qui vont venir en Côte d'Ivoire, créer des usines pour faire quoi? Transformer la noix de cajou et l'exporter vers leur marché.
ce sera un autre challenge, on est d'accord. Mais je pense que si la Côte d'Ivoire veut optimiser ses gains dans ce secteur, elle gagnerait à aller directement sur le marché pour vendre. Ça voudrait dire que désormais, la Côte d'Ivoire devrait s'assurer que la noix de cajou soit transformée en Côte d'Ivoire, mais surtout que de là, elle soit revendue, non pas à des pays qui derrière vont aller faire une petite transformation quelconque, mais pour pouvoir être elle-même directement vendue au consommateur final. Parce que chaque fois qu'on vend à un intermédiaire, on perd des marges, on est d'accord. Le but, ça va être de transformer la noix de cajou sur place et de la vendre directement au Japon, qui est un très gros consommateur, mais pas que. Pour la vendre en Chine, pour la vendre aux États-Unis, qui sont de très gros consommateurs de noix de cajou, mais aussi à l'Europe. Que cette manne qu'est la noix de cajou profite réellement aux Africains. Mais pour ça, il faudrait que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Vous savez, l'exemple du Vietnam m'a interpellé parce que je me suis rendu compte que les pays africains sont vraiment très peu compétitifs. Et ici, on n'est pas face à un mastodonte européen. On n'est pas face à la France, face à l'Angleterre, face à la Chine, face aux États-Unis pour dire que technologiquement, ils nous sont de très loin supérieurs. C'est le Vietnam, les amis. Ce n'est que le Vietnam. Et même le Vietnam arrive donc à venir en Afrique et à dominer le game. Bien évidemment, ceci est bien pour les Vietnamiens, mais ça permet simplement de démontrer à quel point les pays africains sont très peu compétitifs sur leur propre sol pour leur propre matière. Et ça, c'est dommage. Je vous l'ai annoncé en début de ce journal, la troisième actualité concerne une technologie qui est en train de prendre de l'ampleur sur le continent africain. Il s'agit du Buy Now, Pay Later. C'est un système que l'on connaît déjà très bien en Occident, mais qui est en train de s'imposer de plus en plus sur le continent africain. C'est un système en réalité qui permet aux gens de pouvoir bénéficier du crédit à la consommation. C'est-à-dire que je fais mon achat tout de suite et je le paye en 3, 4, 5 tranches plus tard. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour les Africains? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans tous les cas, de plus en plus d'entreprises se lancent là-dedans. Et on estime d'ailleurs que le marché du paiement différé, Buy Now, Pay Later, devrait quasiment tripler d'ici à 2028 entre l'Afrique et le Moyen-Orient pour atteindre 28,6 milliards de dollars. Oui, il y a beaucoup d'argent à se faire dans les paiements différés. Maintenant, bien évidemment, on pourrait se poser la question de mais est-ce que c'est pertinent pour les Africains, eux aussi, de se lancer dans cette cause frénétique vers les crédits de consommation? Certains pourraient dire oui, d'autres pourraient dire non. Là, ce sont des débats de morale, d'éthique. Chacun, bien évidemment, voit midi à sa porte. Mais ce que l'on peut dire de manière incontestable, c'est que ce genre de technologies sont un réel boost pour la stimulation de la consommation. Vu que les gens peuvent payer beaucoup plus tard, alors ils ont tendance à pouvoir consommer beaucoup plus. Et ça, c'est bon pour le business parce que les commerçants, du coup, peuvent vendre beaucoup plus. Et puis, c'est un encouragement à l'entrepreneuriat parce que beaucoup de personnes ne parviennent pas à se lancer parce qu'elles n'ont pas de capital. Ce genre de technologie permet aux gens d'avoir tout de suite du capital à disposition pour pouvoir lancer leur projet. Donc, ce sont là quelques-uns des avantages que l'on a avec ces technologies-là et qui sont aujourd'hui présentes sur le continent africain. Mais certaines entreprises ont décidé d'adapter ce concept, notamment une entreprise au Kenya qui a décidé, elle, non pas de faire du Buy Now, Pay Later, mais du Save Now, Pay Later. En gros, eux, ils disent que le but, c'est pas d'endetter les gens, le but, c'est de permettre aux gens de pouvoir épargner. Donc, le business model est un peu différent. Voilà pourquoi c'est important quand nous-mêmes, Africains, nous nous mettons dans le business pour adapter cela à nos réalités. Ici, l'idée, c'est de dire que les gens n'ont pas besoin de s'endetter pour acheter un téléviseur ou un réfrigérateur. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un réseau de boutiques partenaires, de commerçants partenaires, auprès desquels on peut réserver un article. Vous allez sur la plateforme pour réserver un article, et une fois que vous avez réservé l'article, vous avez une période pour le payer, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et vous faites donc vos cotisations dans l'application. Une fois que vous avez atteint la somme, le commerçant vous autorise à venir récupérer l'objet que vous avez acheté. Et ceci, bien évidemment, vous permet de devenir propriétaire sans avoir eu besoin de vous endetter. L'entreprise kenyane qui est à l'origine de cette innovation s'appelle FlexPay. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 informations du jour vous semble la plus pertinente. Comment est-ce qu'elle vous impacte? Qu'est-ce qui vous parle? Dans les commentaires. Et je vous dis peace.